Salut à tous, je suis à vous dans un instant. Salut Farid, salut. Je suis à vous dans 10 secondes, dans 30 secondes. Salut. Pas de problème. Bonjour tout le monde, le chat. Salut Chanel. On ne vous entend pas. Et moi, ça, moi, j'ai mis le micro. Ouais, salut Chanel, salut Farid, salut tout le monde, salut Bouchra. JP, Ah voilà, il est bon, il arrive. Donc il va monter. S'il te plaît, tu peux dire que ça c'était un code, je pense, dans le scope, non? Vas-y. Il y a du bruit, Farid. Ah ouais, ouais. Il y a la télé, je pense. Ouais, d'habitude, je l'enlève et là j'ai oublié. J'avais compris. Salut Binet. Salut les amis. T'es pas à poil, j'espère. Salut Captain Viala. Salut, ça va? T'es pas à poil, donc je vais mettre ta caméra. Ça va, ça Ah va. bon, pour voir ma facha, hein? Si tu veux, pas mal. Ouais. Bon, de toute façon, il faut en profiter. Je passe là, je mets enregistrer, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu vas enregistrer, tu seras en live direct. J'appuie sur enregistrer donc. Affirme. Ah d'accord. Voilà. Et voilà. Bon. Voilà. Voilà le beau gosse. Voilà le beau gosse. Oh, tu parles. Qui m'a C'est ce que je gagné, lui ai Farid. dit, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit. Ah, je suis un beau gosse de. Je suis un gosse de 74 ans. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour être beau gosse. Ouais. Alors, Oui. comment ça va les amis? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Ça va. Tu as des notions de l'UFN? Parce que là, tu sais, moi, UFN, je pense que c'est un truc de Dangerous Good. C'est un code de Dangerous Good, I think. UN, UFN, truc. Quel code? UFN. UFN, Until Further Notice. Ah, d'accord, donc c'est pas Until Further Notice, ok. Until Further Notice en anglais. Jusqu'à La nouvel question ordre. est, s'il te plaît, tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire UFN? Bon, donc vous avez répondu. Voilà, on a répondu. Until Further Notice, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvelle information. Alors, le chat. 36 personnes, 60 likes. Il y a un problème de droit, il y a un problème de droit. Il y a réellement un problème. J'ai pas eu le temps de préparer une nouvelle vidéo. J'en ai une qui est prête, mais il faut que je l'enregistre. C'est sur, enfin, c'est la suite de l'analyse transactionnelle. C'est ce qu'on appelle les scénarios de vie. Ça explique beaucoup les histoires de dominant-dominé. Et en fait, ça explique également comment dire, les transactions croisées. Mais bon, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer, j'ai été assez pris là. D'accord. Attends, il y a quelqu'un d'un tic-tic.
Ah, Lolo, Oui, tic-tac, 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 oui. Tic. c'est ça. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça va, bien, et toi? Bonsoir. Écoutez, très bien, hein. Bonsoir. Déjà vous dire bonjour, principalement, c'est pour la raison pour laquelle je suis monté. Et puis j'ai lu quelque chose il y a 2 jours. On est l'une des seules compagnies encore qui tue de 737-600. J'ai lu ça il y a seulement 2 jours, un rapport qui a été fait sur les flottes des différentes compagnies. J'aimerais avoir votre avis sur l'appareil. Tu veux répondre, JB, ou j'en parle? Enfin, je suis pas du tout sûr de cette affirmation. Je pense que des 37-600, il doit en voler ailleurs. De toute façon, c'est des NG. Bon, c'est juste la version courte du NG, c'est tout. Mais enfin, je pense qu'il doit en exister ailleurs, hein. Ça m'étonnerait que qu'on soit les seuls, hein. Je pense aussi. Je En fait, pense. c'est l'article que j'avais lu qui disait qu'aujourd'hui, Air Algérie était l'une des seules compagnies qui exploitait le plus l'appareil. En tout cas, pour en avoir discuté avec des gars qui en font actuellement, ils en sont très contents. Ils disent que c'est un avion qui est enfin, je veux dire, qui a des performances assez extraordinaires, hein. Exactement. Ok, très bien. Merci, Tic. Alors, salut, 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 salut. Ouais, c'est la rentrée scolaire ou là il y avait... Moi, c'est mon bureau qu'on voit derrière. Il y a moyen de mettre autre chose que le. Alors, tu appuies sur ton visage, enfin sur ton profil direct, comme tu appuies, et là, normalement, tu as la main pour changer tu as effet. Alors, effet, oui, d'accord. Effet, tu choisis une image derrière, si tu as par exemple un 30, un 800 ou un truc, ou là une Ah non, image. j'ai rien. Mais enfin, là, j'ai rien mis de. Ah oui, mais alors il faudrait peut-être que j'aille chercher une image Dans la que j'ai galerie. dans mon ordinateur, enfin, ou dans mon téléphone. Tu n'as rien dans le téléphone? Oui, je dois avoir des images, mais alors où est-ce qu'il faut que j'aille les chercher? Dans les images. Tu appuies sur écran vert, il y a un plus à côté, là où tu as dit. Ouais, attends. Il y a un premier truc là, Ouais. à gauche. Non, c'est pas ça. Attends, je vois rien de. Ah oui. Non, il n'y a rien qui soit Appuie neutre. sur là où il y a écrit améliorer. Ah d'accord, ok. Alors attends. Améliorer. Tu as Améliorer. Forme, contenu rouge, toujours ombre. Non, ça c'est. Attends, là, tu es dans le améliorer, effet, sticker, musique. Mais améliorer, attends, il y a effet. Là où il y a effet, tu appuies. Oui, effet, j'ai appuyé. Alors, quand tu appuies sur effet, tu as un écran vert avec une flèche en bas. Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas ça. Défile le truc, tu vas voir green screen. Un écran Non, j'ai un vert. truc avec un ordinateur, mais Un écran avec un soleil et une flèche en bas. Quand tu appuies dessus, ça va te donner la main pour choisir une photo. un écran avec un soleil. Attends, non, j'ai pas ça, hein. Non, non, j'ai pas ça. Il n'y a pas une espèce de drapeau, un fanion à côté qui Non, dérange. j'ai un truc avec un sens interdit, ou bien un truc comme ça, voilà. Là, il n'y a pas d'effet. Après, j'ai un petit bonhomme, j'ai ça. Non, il n'y a rien de. Là, il faudrait que tu tombes sur le green screen. Green screen. Il est ouvert, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Appuie dessus pour voir si ça donne la main pour choisir. Ah, nouveau, peut-être, attends, nouveau. Nouveau, Nouveau, il défile. Défile, non. Non, nouveau, non, il n'y a rien. Tu dois aller dans le truc, dans le screen. tendance, alors. Pas tendance, pas tendance. Ajoute des effets aux favoris pour les retrouver et les appliquer facilement plus tard. Non, avant tendance, tu as une espèce de montre, d'horloge. Non, j'ai pas ça, moi. Tu n'as pas une horloge, tu n'as pas un espèce de truc inversé. J'ai un drapeau inversé. Voilà, appuie dessus. Eh ben, ajoute des effets aux favoris pour les retrouver ou les appliquer facilement plus tard. Mais bon, alors, mais est-ce que tu peux défiler pour voir?
Alors, attends. Trouver l'écran vert. Non. Alors, améliorer, effet. Alors, améliorer. Alors, forme, lissé, rouge, ombre. Non, alors, non. Améliorer une deuxième fois, je sais pas. Non. Bon, on va pas passer le réveillon là-dessus, je ferai ça, on fera ça ensemble après, il n'y a pas de Et problème. à côté de nouveau, il n'y a pas écrit écran vert? Non, attends, là, j'arrive pas à retrouver nouveau. À côté de nouveau, il y a tendance, nouveau, écran vert. Alors, attends. Il doit activer la caméra, bon, activez votre doigt, bonjour à vous tous, d'accord. Ok, bon, alors. Bon, peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me gêne pas qu'il y ait la pièce, c'est pas, je reverrai ça après. Voilà, bon, ben, sinon, sur l'ordinateur, j'ai téléchargé TikTok, chez TikTok Studio. Parce que Mais toi, je sais pas si tu as Windows. Tu as Windows, c'est ça? Windows 10, oui, oui. Oui, donc normalement, tu peux travailler avec Windows Studio et Windows Live aussi, Studio. Oui, après, je passe sur Live, oui. Ouais. Mais Live, bon, maintenant que tu as plus de billes, de trucs, tu peux passer des lives. Ils vont te demander de faire un live dans les 30 jours, un live de 30 minutes, je sais pas quoi, pour pouvoir. D'accord. Mais bon, est-ce que je peux rejoindre ton live avec les mêmes fonctionnalités que sur le téléphone? Logiquement, oui. Logiquement, oui. Bon, enfin, de toute façon, on verra ça après, c'est pas un problème. Pas un problème. Parlons aviation, c'est plus facile, c'est mieux. Exact. Voilà. Salut, bon, alors, tac, 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 mais il doit activer la caméra. Oui, je sais qu'il doit activer la caméra, je sais. Il a la caméra, donc quand tu as la caméra, normalement, tu appuies sur améliorer, tu as les effets, normalement, mais bon, après, on verra ça, comme tu dis. C'est bien calme aujourd'hui. Tu as vu ça, c'est la rentrée scolaire. Là, il y a le vote après-demain, mais bon, je pense pas que. Non, je pense pas que ce soit à cause de ça. C'est la rentrée, je pense. Non, je pense pas. À la rentrée, je sais pas. Ouais, il y a eu la rentrée scolaire hier ici, en France, je pense le 6, je sais pas quoi. Bon, en Algérie, je sais pas, la semaine prochaine. Non, de France. En Algérie, c'est le 20. Le 20, d'accord. Le 20, oui. En France, c'était le 2. Ils sont déjà rentrés, les enfants. Oui, ils sont rentrés lundi. D'accord, oui. Le 2, oui. En Espagne, c'était hier, le 4. Abdelkrim, salut. Krimo. Anna. Primo, ça va? Krimo, l'homme qui a vu l'ours et qui ne l'a pas tué. Alors, maintenant que vous avez JB à l'écran, vous êtes, vous voulez pas poser de questions. Hein? Ils sont intimidés. Mon dernier vol, c'était sur Boeing 727, Alger, Dakar, non, pardon, c'était Bamako, Dakar, Alger. Voilà. Dites-moi, Capitaine Berlin, j'ai une question, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Concernant les critères dans l'action, hein, je parle, les critères dans l'action qui différenciaient le bon pilote du moins bon, ou du plus expérimenté au moins expérimenté à l'époque, sont-elles les mêmes et peut-on à l'heure actuelle les déceler dans l'action au vu des avancées technologiques? Alors bon, en fait, évidemment, l'aide qui est apportée aux pilotes dans les avions de dernière génération, elle semble faciliter la tâche. En réalité, elle la facilite pas forcément, dans la mesure où on va dire comment c'était avant et comment c'est maintenant. Avant, on avait beaucoup moins de paramètres, puisque pour chaque paramètre mesuré dans l'avion, il fallait qu'on ait un instrument. Donc, comme on ne pouvait pas multiplier les instruments indéfiniment, donc on avait un paramètre. Et puis c'était en le comparant avec d'autres paramètres, on était amené à dire bon, il y a ça ou il y a ça ou il y a ça. Voilà. Bon, maintenant, l'avion, au travers des ICAM et tout ça, il vous dit voilà ce qui va pas. Donc à ce titre-là,
la définition de la panne, c'est-à-dire quand on reprend le schéma de Rasmussen que j'avais mis dans le comportement face à un problème. C'est-à-dire que l'identification est facilitée puisque les instruments électroniques maintenant disent au pilote voilà ce que tu as. Donc déjà dans le choix de la procédure à appliquer, qui est d'ailleurs donné même par les systèmes, hein, de toute façon, ça facilite la vie. Alors par rapport à l'ancien monde, ce que je crois, c'est que ce qui est plus difficile maintenant, c'est l'interface avec l'avion. Parce que maintenant l'avion, si on prend par exemple le cas du MCAS, juste un truc simple, le MCAS, vous êtes d'accord avec moi que c'est un truc qui va agir sur l'avion sans demander son avis au pilote. C'est-à-dire que le pilote se trouve dans une situation où il est proche du décrochage et le MCAS l'empêche de décrocher. Mais il agit sur les commandes de vol, il agit sur le trim. Dans l'ancien monde, c'était au pilote de réaliser qu'il était dans une situation dangereuse et il devait en déduire ce qu'il devait faire. Alors ça pouvait être des actions réflexes, comme celle de trimer l'avion ou d'accélérer, peu importe selon le cas. Mais donc ce qui faisait le bon pilote, c'était la rapidité d'analyse et la sûreté d'analyse. Maintenant, je crois que ce qui fait le bon pilote, c'est le gars qui sait bien interpréter l'interface de l'avion. Parce que j'ai lu souvent des trucs où, par exemple, si on prend l'exemple typique du Air France 447, les gars avaient tellement d'informations qui sortaient sur leurs écrans qu'ils savaient plus où ils en étaient. C'est-à-dire que donc se pose un problème d'interface avec la machine. Donc, si vous voulez, il me semble que les critères qui font le pilote efficace, parce qu'on peut pas dire bon pilote, qui font le pilote efficace qui va prendre la bonne décision, sont un peu différents maintenant, et je pense pas qu'ils soient plus simples. Ils sont peut-être, au contraire, plus compliqués, à mon avis. Hein. Ouais, c'est surtout de la gestion informatique et de la gestion managériale des systèmes embarqués informatiques qui font que il y a une différence. Bon, il y en a qui percutent rapidement. Comme disait JV, c'est vrai que maintenant, avec ce qui se passe, il y a des gens qui réagissent normalement avec les systèmes automatiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Airbus est parti sur la logique use automation as maximum as possible. Mais il y en a qui refusent encore ça en disant voilà, moi je préfère, mais bon, il n'y a pas à préférer. Quand on est dans un avion, il n'y a pas à préférer. Hein, donc il faut suivre les procédures et essayer d'interagir avec. Et la différence va se voir, Farid, pour comparer le bon ou le mauvais. Le bon, si on peut dire le bon, c'est celui qui réagit pas vite ou là, mais réagit d'une façon logique avec le système, en le comprenant. Le moins bon, si j'ose dire, c'est celui qui va mettre un laps de temps, et des fois ce laps de temps peut générer une grosse erreur, quoi. Bon, sans plus. Mais il n'y a pas de... Et d'ailleurs, on le voit au SIMU. On le voit au SIMU. C'est ce qu'on disait quand les gens sont au SIMU. On voit des fois des copilotes, enfin des first officers, qui lancent des perches, pratiquement. J'appelle ça des perches. Ton micro, ça va aller, ton micro, s'il te plaît. Ils lancent des perches au commandant et que le gars met un peu plus de temps à prendre cette perche. Et des fois, c'est gênant pour l'instructeur parce qu'il va se retourner contre le commandant pour dire hey, « Smahli, mais tu es captain ». Et le first officer a vite vu l'affaire. Qu'est-ce que tu fais pour réagir? Bon, il y a des trucs comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, le gars. Ça veut dire qu'il a mis un temps. Et des fois, ce temps-là est précieux. Bon, on verra bien. Sabri. Merci pour vos réponses. Salut Sabri, salut Michel. Salut Michel, salut Sabri. Oui. Bonjour tout le monde. Yes. Ou devrais-je dire bonne giornata? Buongiorno. Buenos días. Alors, j'ai pas suivi beaucoup les lives en ce moment. Je suis en congé et, Ouais, c'est et à cette heure-ci, je rentre à peine de la plage, tu vois. Donc,
Il y a deux périodes, toi. Tu es Voilà. des fois, tu Mais es bon, ça commandant fait de du bien bord, de se reposer. des fois, tu es commandant de bord, et après, tu es commandant de bar. Donc, Si je pouvais te montrer ce que je suis en train de faire maintenant, tu vas justifier ce que tu viens de dire. tu sais, Mais parce je peux que ça pas. s'entend. Ben, déjà, ça s'entend. Tu es dans un pub. Je suis pas dans un pub, je suis dans ma terrasse avec une petite boisson, Voilà, sympa, sympa, disons. voilà, bah, à base de malt et de houblon. Allez, je vous laisse tranquille. Écoute. Mais mets ton micro le temps de. Allez. Donc, d'un coup. Tout à l'heure d'instruments, on parlait tout à l'heure مع عبد الغني خرج من السيمي parce qu'on était surchargé avec le CIMI. On بعد on parlait des checklists. Il m'a dit بكري في الفوكر عندنا même un instrument, un des fokkers, je me rappelle plus les شكون فيهم قال لي نوفمبر ليما ولا je sais pas شكون فيهم, mais c'était un fokker, il était bizarre. قال لي il y avait même des instruments derrière le dos. L'uniforme Lima. قال لي في la checklist tu dois retourner la tête et regarder l'instrument derrière. C'était ce qu'on appelait le old version. C'était un old Fokker. On avait les old et les new. L'uniforme Lima était un old. D'ailleurs, même sans manche, c'était pas un manche, c'était un guidon d'un camion. Cadillac. Voilà, attends, Non. Il n'y a pas de questions aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, horaire, salut, bonsoir. Maintenant, ils ont peur. Attends. Non, parce qu'il y avait une de mes chiennes qui voulait absolument sauter sur la table. Voilà. Salut Sam. Monsieur, je sais pas ce qu'il leur apprend. Ils sont peut-être, je sais pas, peut-être l'uniforme Lima pour revenir au Ah, voilà, Samy qui est de retour. Ouais. Sam, Oui, bonjour. salut. Salut Samy. Le va, Samy. Tu es beau, JB, tu es beau. Ne dis pas que tu es Allah quelque part. يبارك. Ça va, vous allez bien? Oui. Ça va, alhamdoulilah, Nta. Wallah, alhamdoulilah, ça va là, ça se passe bien. Ça se passe bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Où es-tu comme Je ça? je vous ai entendu parler de la gestion du vol, du pilotage automatique, etc. Moi, je pars d'un principe, c'est que je n'ai absolument rien à prouver en pilotage manuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui engage l'autopilote et là je parle anglais et français, Use donc automation. celui qui utilise l'automatique, c'est-à-dire l'automation, le maximum, c'est pas quelqu'un qui est faible en pilotage manuel parce qu'on a encore une fois rien à prouver. Moi, personnellement, je décolle 200 pieds et j'engage l'autopilote. Je cherche pas à comprendre. Simu, c'est pareil. Partout, c'est pareil. J'utilise l'automation 99% du temps. C'est la procédure. Et donc, quand je vois, comme tu as dit, des copies ou l'a utilisé, vouloir piloter manuellement, pourquoi piloter manuellement? On n'a rien à prouver. Au contraire, on a à prouver en sécurité, en gestion du vol, oui. Sam, pour le plaisir, par exemple. Il n'y a Non, pas le plaisir, c'est pas en commercial. Désolé. Allez, On- ouais, ça. quand on Le fait du plaisir ne se commercial, prend pas au détriment du passager. Non, mais attendez, Oh, excusez-moi, halal, c'est pas ce que je voulais plaisir. dire. Excusez-moi, Oh, halal, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je reformule Vas-y, mon intervention. vas-y. C'est-à-dire que, bon, le copilote ou le pilote, de temps en temps, me semble-t-il, et puis c'est tout à fait naturel, a besoin de ressentir quand même cette machine qu'il a entre les mains. Oui. Voilà, pas pour s'amuser, mais bon, pour essayer quand même de voir un peu ce que ça donne, pour ressentir un peu tout ce qui était le but de son choix d'être pilote, d'avoir ces sensations. Oui, Farid. Il a fait ça déjà depuis sa formation. Et il le fait au simulateur. Au simu, il y a du manuel. Il y a des exercices manuels, des trucs et tout. Mais les procédures avec les nouveaux avions sont telles que use automation as maximum as required. Parce que c'est des avions qui ont été conçus par des ingénieurs pour des ingénieurs. C'est pas fait pour les pilotes, en fait.
C'est pas des avions qui ont été créés pour les pilotes, finalement. C'est créé Absolument, absolument. pour des managers de situation. Le pilote est là en dernier ressort dans le cas où, in case of, les systèmes aident tombent en panne. Là, il revert to manual. Là, il a un cocoon, tac, il appuie dessus, l'autopilot est déconnecté. D'ailleurs, de toute façon, s'il perd des systèmes, déjà, les autopilotes vont partir. Et là, il sera en situation de truc. Mais il a été déjà formé à ces situations-là. Donc, le faire en manuel, moi, je voyais des gens, d'ailleurs, j'étais un petit peu contre qu'en vol, les gens, ils gardent, alors que Airbus te dit 100 pieds ou 5 secondes, tu mets l'autopilote et tu le débranches au minimum. Je voyais des gens, par exemple, au décollage, garder le truc et monter à gare. On a Saïdi. Tu as un profile à suivre. L'autopilote le suit mieux que toi, parce qu'il fait une correction de vent, il fait tout ça. Si tu t'amuses à aller jusqu'au, par exemple, il y en a qui restent jusqu'au niveau 50, 60, enfin, jusqu'au niveau 100, des fois, ils veulent. Mais d'abord, il faut savoir que c'est désagréable pour la cabine derrière, parce que le profil n'est pas respecté. L'être humain, il a toujours des tendances à ou ajouter ou diminuer l'incidence, et c'est pas le but de la manœuvre. Un vol commercial, il est fait dans ce sens. Il y a la sécurité, la rentabilité et le confort. Les trois choses absolument respectées dans l'aviation. Voilà, c'est tout. Tu veux dire quelque chose, JB? Sans compter que l'efficacité même du vol, sa rentabilité économique, passe par le suivi exactement du profil latéral et vertical donné en fonction du cost index. Donc, en tant que pilote, moi, vous savez, pour nous qui avons piloté des avions avec très peu d'automatisme, par exemple, quand on regarde à l'époque entre les 727 et les 737, on avait les mêmes réacteurs. Mais sur 727, on avait un mécanicien navigant qui, lui, surveillait les réacteurs pendant la montée, pendant tout le vol, il surveillait les réacteurs et faisait en sorte que les réacteurs ne passent pas en overboost, parce qu'on n'avait pas d'automanette, on n'avait rien du tout. On avait le bouton t'as les automanettes, mais on n'avait pas l'automanette. Très bien. Sur 37, avec les mêmes réacteurs, avec seulement 2 pilotes, compte tenu de la charge du travail qu'il y avait, eh bien, les réacteurs étaient moins bien suivis par les pilotes. Non pas que les pilotes de 37 étaient moins bons que les pilotes de 27, c'est pas le problème. Mais leur charge de travail ne leur permettait pas d'être aussi précis sur le pilotage des réacteurs. Résultat des courses, on s'apercevait qu'à nombre d'heures de vol égal, les réacteurs des 37 étaient en moins bon état que les réacteurs du 27. C'est juste pour donner un exemple, de dire à quel point un suivi précis des réacteurs, du pilotage des réacteurs, c'est-à-dire des régimes réacteurs, tout ça, est important. Et quand on est dans un avion automatisé avec des automanettes, etc., eh bien, les systèmes vont piloter les réacteurs exactement comme il se doit. Et donc, au niveau même de la fiabilité des réacteurs, de leur usure, etc., ça sera meilleur. Et on n'a pas le droit, en tant que pilote, qui sommes chargés d'exécuter un vol en toute conformité aux calculs qui ont été faits, etc., on n'a pas le droit de dire « moi, je décide que je vais faire de ma manière ». Non, on doit appliquer une conformité à un certain nombre de calculs et on l'applique, c'est tout. C'est pas pour notre plaisir. On n'est pas là pour piloter pour notre plaisir. Le plaisir, on l'a pris il y a longtemps. Voilà. JB, si je peux me permettre, je vais rajouter juste une chose. Enfin, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc, on décolle vers 14h de Doha sur Francfort, je crois. C'était un vol de 6 heures, ou là, un petit vol, machi haja kbira. Donc, on décolle vers 14h. À Doha, 14h, il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a du trafic, mais c'est pas énorme. C'est pas les pics de 22h à 3h du matin où c'est super chargé, et de 5h du matin à 9h du matin, c'est très chargé. Donc 14h, c'est pas chargé. Ok, donc on décolle. Je donne l'étape aux copies. Il n'y a pas de problème, on décolle. Donc, après décollage, il n'engage pas l'autopilote. Moi, je dis rien. Il continue, il vole le SID TAO, le Standard Instrument Departure TAO, il vole normal, on monte, etc., etc. On arrive au niveau des croisières. On arrive en croisière,
Donc, entre-temps, il avait engagé l'autopilote. Donc, croisière, il fait son cruise briefing. Il termine le cruise briefing. Je lui dis, j'ai quelque chose à dire. Il me dit, oui, capitaine. J'ai dit, écoute, premièrement, est-ce que tu m'as briefé que tu allais voler en manuel? Est-ce que lors de ton departure briefing, tu m'as dit qu'après décollage, tu allais voler en manuel? Tu m'as pas briefé. J'ai dit, Très important. moi, je t'ai pas demandé d'engager l'autopilote parce que importante que lors des pics de départ et arrivée qu'on a l'habitude de subir. J'ai dit, donc là, tu as augmenté ma charge de travail parce que toi, tu voles en manuel. Donc moi, je dois faire doublement attention. Déjà, je dois faire la radio et je dois mettre sûr que tu exécutes toutes les clairances, c'est-à-dire turn right, climb, etc. Tu les fais bien. Donc moi, je dois toucher l'MCP, TRE, etc., etc. Je dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il me dit, oui, mais capitaine, je voulais voler en manuel. D'accord, si tu veux voler en manuel, tu dois le briefer avant le départ. Tu dois dire, voilà, after takeoff, I will fly manual up to 10,000 feet, up to I don't know. Tu dois le briefer pour que l'autre gars se prépare psychologiquement à ce que sa charge de travail soit plus importante que la normale. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mais c'est très important de briefer ça. Tout à fait d'accord. Oui, absolument. Exact. Parce que, par inadvertance, tu n'étais pas au courant. Mais si tu avais dit, au moins tu serais encore plus alerte, c'est-à-dire encore plus. Mais bon, tu le savais. Et il aurait pu. Et là, je suis contre, parce que ça sort du cadre de la SOP d'abord, du travail. Comme sûrement la recommandation qui est, elle doit stipuler ça. Nous aussi, dans la SOP, enfin, nous aussi, on l'avait. C'était par Airbus qui disait 5 secondes après décollage ou 100 pieds, 100. Bon, Airbus préconise ça maintenant, up to every company to do what she wants. Mais bon. Nourdine, Ouais. est-ce que je peux répondre à quelqu'un qui a écrit, alors, pourquoi tu le traites comme ton employé et non pas comme ton collègue? Alors, cher monsieur, alors, on traite jamais personne comme un employé parce que moi, je suis un employé, ça c'est d'une. De deux, on est des collègues, d'accord, mais on a des procédures à appliquer. On a une charge, c'est-à-dire on a une responsabilité, on a des passagers à bord, on a une responsabilité, lui et moi. On a un langage standard qu'on est en train de pratiquer, on a des procédures standards. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de copinage, il n'y a rien du tout. On a des procédures à appliquer, on est sympa, il y a un CRM, il y a une bonne communication à avoir, il y a un respect, il y a toujours ce respect-là. Mais ça, le traité, comme vous dites, en tant qu'employé, là, pas du tout. Belek, vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Tout à fait, Belek, Sam. vous n'êtes pas du domaine. Donc, c'est pour ça que vous avez eu cette réflexion. Mais on est là pour expliquer comment ça se passe. Et Belek, c'est une réflexion normale de quelqu'un qui n'est pas de l'aviation. Justement, c'est un peu la réflexion du capitaine Vialan en parlant de transactions. Donc, il faut quand même avoir une main de fer une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire être diplomate, savoir comment parler. Mais sinon, vous avez tout à fait raison. Effectivement, il y a des procédures à respecter. C'est clair, c'est clair. Thatcher de le retour. Si je peux me permettre, Nordin, s'il te plaît, si je peux me permettre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Samy. Tout doit être briefé et tout, mais tout ne doit pas être accepté non plus. Personnellement, quelqu'un qui me dit je vais voler manuellement jusqu'à 10 000 pieds, moi je lui dis non, négatif. Tu décolles 1000 pieds, allez, je te laisse jusqu'à 1500 pieds, et après tu mets ton autopilote. C'est pas des avions. Il lui a pas dit. De surcroît, des gros porteurs ne se pilotent pas à la main comme ça. On peut pas prendre de plaisir. Il n'y a aucun plaisir avec ces avions. C'est faux. Si tu veux prendre du plaisir, tu vas dans un aéroclub, tu te loues un petit coucou, et là tu prends le plaisir que tu veux. Mais par contre, c'est mon opinion. Hein. Ça, Sabri. Non, non, Absolument non, vrai. non, avec C'est toi, absolument Sabri. vrai. Attends, Sabri. Attends. Je voulais juste rajouter quelque chose à ce qu'a dit le commandant Vialin tout à l'heure au sujet des moteurs. Il y avait aussi un truc, c'est que la position des moteurs n'était pas la même sur 37 et sur 27. Et
les moteurs de 37 avalaient beaucoup plus de poussière et de sable quand ils allaient dans le sud que les 727. Et un mécanicien à l'époque m'avait dit que quand il descendait les moteurs, il trouvait énormément de sable et de poussière, enfin de saleté dans les moteurs de 37, plus que dans les moteurs du 27, vu le positionnement physique des réacteurs. Mais c'est vrai ce que tu disais au sujet de la, je vais dire, de la finesse d'affichage comment dire, des valeurs de puissance, etc. Moi, j'ai volé sur 37, c'était nous, on affichait ça à peu près. Les instruments étaient quand même assez petits et c'était pas du digital, hein. Alors que quand je prenais quelquefois les vols sur 27 et que j'étais au poste, je voyais comment il s'appliquait, l'OMN a bien réglé les moteurs, tout ça. C'était quelque chose, ouais, c'est vrai. Mais c'était juste pour dire ça, c'est tout, hein. Et par Tout à contre, fait d'accord. je rejoins ce que disait, il est parti, je crois. Non, il Enfin, va. Samy, au sujet de l'employé et tout. Euh, à bord, c'est deux collègues qui travaillent ensemble. Mais il faut savoir que le commandant de bord est responsable de toutes les actions va faire son collègue. Et si son collègue va faire une bêtise, on va punir le commandant d'avoir laissé faire son collègue. Il faut savoir ça. Donc c'est pas un employé, certes. C'est pas le mot à employer d'ailleurs. Mais il est tout de même sous la garde, sous la surveillance de l'autre. Et quelquefois, c'est pas interdit d'y aller un peu fort. C'est pas interdit. Ce que tu Et dis, ce que tu dis, Sabri, est vrai dans l'autre sens. Moi, j'ai vu sur un cas particulier, donc je parlerai pas ici parce que ça permettrait d'identifier l'équipage, mais dans un cas où le commandant de bord avait pris une mauvaise décision, alors que le copilote avait la bonne réponse, avait la bonne action à faire, on a reproché au copilote de n'avoir pas été capable de faire changer l'opinion du commandant de bord. Donc il faut que les gens qui ne sont pas de ce métier comprennent que devant, on a deux pilotes qui doivent concourir à ce que le vol se passe conformément à toutes les règles qui sont édictées, et que chacun de ces deux pilotes a la responsabilité de l'application des procédures, et que chacun a son rôle à jouer là-dedans. Voilà. Ah, mais je suis tout à fait d'accord à 1000% avec ce que tu dis, hein. Même le copie peut remettre le commandant dans le droit chemin, hein. Tout à l'heure, Nordin parlait de simulateur. Moi, j'ai fait des simus où je faisais quelque chose au commandant et c'est le copie qui disait au commandant, Capitaine, c'est pas comme ça. C'est différemment. Alors, il y en a qui le prennent bien, il y en a qui commencent un peu à faire la grimace, mais c'est vrai que c'est un travail en équipage, en équipe. C'est une team. Sabri, moi toujours je dis aux copies, si tu me vois faire quelque chose lors du briefing, hein, des décollages ou atterrissage, si tu me vois faire quelque chose de non standard et que je ne te le dis pas, et si tu me vois faire quelque chose qui te paraît anormal, tu me le dis, tu dois le dire, tu as l'obligation de me le dire. C'est très important. Et je dis toujours, it's a teamwork, c'est un travail d'équipe. C'est ça, c'est un travail d'équipe, mais la responsabilité finale, ultime, elle revient au commandant de bord. Chose que certains ne le comprennent pas, ils pensent que c'est un abus de pouvoir. Non, c'est pas un abus de pouvoir, c'est la recherche de la sécurité du vol qui est très très importante lors de notre travail, c'est-à-dire l'exécution de notre vol. JB, cette configuration est mieux pour la lecture des questions? En Elle est micro. meilleure, C'est la très bien configuration, comme ça. elle est meilleure, hein. D'accord. Ouais, c'est clair. Je voulais, à l'appui de ça, je voulais rajouter, moi il m'est arrivé dans ma carrière, quand j'étais copilote, il m'est arrivé 2 fois de reprendre les commandes au commandant de bord. Ouais, ouais. Parce que le commandant de bord était à côté du vélo, il faisait une manœuvre qui était dangereuse, d'un seul coup je lui ai dit « I have control ». C'est tout. Et il m'a dit « You have control ». Il a réalisé qu'il était à côté du truc. Bon. Et ça, c'est notre responsabilité. Les gens qui ne sont pas de ce métier doivent comprendre, et c'est ce qu'on essaye un peu d'expliquer au travers de ce live, que c'est un métier très particulier, où il y a
un gradient d'autorité entre le commandant de bord qui est favorable au commandant de bord par rapport au copilote, mais que ce gradient d'autorité ne doit pas être trop pentu, ne doit pas être trop en faveur du commandant de bord pour que le copilote ait malgré tout, là, bien qu'il soit sous l'autorité du commandant de bord, il faut que le copilote ait la faculté et la capacité et l'autorisation d'intervenir, de donner son avis. Justement, dans la prochaine vidéo que je vais téléverser, on va parler où je vais parler des scénarios de vie, on va parler justement de cette domination qu'il peut y avoir, du cockpit autocratique, etc. Je vais expliquer pourquoi un cockpit autocratique. Et justement, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter à tout prix. De la même manière qu'il faut éviter le cockpit inversé, où ça serait le copilote qui prendrait le pouvoir sur le commandant de bord. Voilà. Très bien. Nordin, j'ai une question très très importante. Bon. كيفاش JB il avait 300 followers ولا 1000 انا فهمونا quelque chose انا Non, mais ce qu'on fait, la preuve, dans le chat, ils sont en train de dire JB, Richard كيفاش هذه Gir. ايش غير انا ما دوك على C'est le بالك bourrage. شافوا. 10 C'est 000 le bourrage followers. d'urne. Non, c'est les élections. Miracle. C'est les élections Je dis miracle. ça, je dis pas plus. Sélection miracle. C'est les miracles de l'informatique. Ouais. Exact, je viens de suivre. Oh, Bichi, tu as des. Je viens de le suivre, il est magnifique, JB. Ah bah, Elissa n'est pas dans les parages par hasard. Allez dans la pièce à côté. Si vous allez me créer des problèmes. Alors, y a-t-il des questions, les gars? En même temps, quand vous réfléchissez à une question, pensez que vous avez un doigt avec lequel vous avez... Bon, je suis sûr que vous êtes des gens corrects, vous ne curez pas le nez ni rien. Tapotez sur l'écran, ça va augmenter les likes. Il y a des mecs pour faire monter la visibilité, c'est tout. كيفاش يقولوا كبسوا بالعربية يقولوا كبسوا. Ouais. J'ai publié une vidéo, C'est je sais pas, Asma. je voulais envoyer, me C'est semble-t-il, longtemps- excuse-moi c'est- Michel, Vas-y, Farid. concernant le test climatique. Ça, c'est une vidéo de l'application Airbus Oui. Je l'ai vu, oui. Eh bien, tu as vu, on en a parlé la dernière fois. Merci d'avoir. On en a parlé la dernière fois. Tu as vu qu'est-ce qu'il faut subir à l'avion? Ah, c'est incroyable, incroyable. Alors, ceux qui sont intéressés, ils rentrent chez Farid Bouaza, ils vont voir la vidéo qu'il a postée. C'est les essais en sortie d'usine d'un avion, donc il est là. Il y a un banc d'essai où ils font subir à l'avion les pires choses qui même, ils imaginent que ça puisse arriver. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est du moins 40, moins 60, c'est du truc, c'est de l'eau qui jette dans le truc, c'est des objets, c'est les ailes, ils font des ailes ce qu'ils veulent. Et tout ça, c'est pour ensuite donner la certification à cet avion. Bon, Les amis, excuse-moi Nordin, de te couper, et tous les autres. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je dois partir. Et peut-être à demain si j'oublie pas. Ok, ça va. Ciao les amis. Bonne Ciao, soirée. ça, Bonjour à Fouad si tu le vois. Bonne soirée. Dès que je le vois, je lui passe le bonjour sans D'accord, problème. Merci. Salut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ça va aller. Bonne soirée, oui. Alors, profitez. Oui, j'avais pas justement. Il est en Voilà, vol. Marache. Il est en vol, il a fait un vol. Justement, je n'avais pas continué par rapport à la vidéo. Justement, est-ce que ce cas précis là, parce que bon, on a vu qu'ils avaient mis ça dans un hangar et qu'ils ont descendu la température à moins 40 quand même, Oui, oui. pour essayer pour voir si le réacteur démarrait sous ces températures-là. Oui. Mais réellement, bon, moins 40, je veux dire, c'est pas commun. Non. Oui, il y a des pays où, oui, peut-être. Pas commun du tout. Moi, j'ai vu des moins 37. Hein. Écoute, qui peut le plus, peut le moins. Merci, docteur. Qui peut le plus, peut le moins.
ils font subir à cet avion pratiquement ce qu'il ne peut jamais subir. Mais donc, en lui faisant subir ça, eh ben, il faut savoir qu'il va supporter pratiquement tout ça. Regardez encore, je ne sais pas si tu as vu la vidéo où il jette des trompes d'eau, des trompes d'eau, style heavy rain. Et il dépasse la quantité du heavy rain pour voir s'il y aura extinction réacteur ou pas. Bon. Il y a un DC-9 dans le temps qui a eu une panne des deux moteurs pour être rentré dans Very Heavy Rain. D'accord, donc c'est important de vérifier tout ça. Et ce qui m'a impressionné aussi, c'est la vidéo que j'ai publiée concernant donc Eris Cavière. Mais ça a eu une réaction. Le moteur explose littéralement. Ben oui. Mais il faut savoir que quand il est percuté par des oiseaux, là par un oiseau, un gros, là, généralement, la distorsion directe des ailerons, des ailettes, qui dit distorsion des ailettes, dit dysfonctionnement du compresseur et de la turbine qui vient derrière. Donc ça va rentrer et tout ça va partir. Donc des fois ça peut arriver jusqu'à l'explosion du réacteur. Bon, un feu, par exemple. Donc tout ça, c'est... Mais bon, voilà, Samy Mcha. Samy est parti. Ben là qu'il a été... راحوا manuel. Wingflation and Distortion Certification. Oui, Nadir. Effectivement, le Wingflation and Distortion Certification. Et sans ça, il ne pourra pas avoir la certification. La pluie est dangereuse pour l'avion, oui et non. Oui et non, parce que les avions évoluent tout le temps dans des mauvaises conditions météo, dans la pluie, les nuages et tout. Mais comme on disait, si vous voyez la vidéo sur le Heavy Rain, vous allez voir que, bon, il en faut des trompes et des trompes d'eau pour faire arrêter un réacteur en vol. Un jour, un élève sénégalais m'a demandé si un oiseau percute l'avion, que va-t-il se passer? Je n'ai pas mourir de rire. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? La meilleure, ça avait été avec Yacine Belgedj, avec le off-schedule descent. Ça, c'était resté... Vous vous souvenez de cette histoire, non? Il expliquait la pressurisation du 37 et du 27, à savoir que si on n'atteignait pas le niveau de croisière sélectionné sur la pressurisation, sur le système auto, lorsqu'on commençait la descente, l'avion, l'altitude cabine-avion, revenait vers le terrain de départ. Ils considéraient que c'était un QRF. Et donc, il avait dit, par exemple, si on fait un Alger-Niamey, je mets le niveau, mettons, 330, et puis je fais ma croisière finalement au niveau 290, eh bien, quand je vais descendre, moi, je vais descendre sur Niamey, mais la cabine, elle va descendre vers Alger. Et je te dis pas, le gars qui était complètement paumé, il lui dit comment? Moi, je descends à Niamey et la cabine, elle va à Alger. C'était resté dans les annales. Théophile, tu veux monter ou pas? Si oui, tu me dis oui. Je voudrais ajouter pour le moteur, quand ils sont dans une zone pluvieuse, il y a l'auto-ignition. En plus, Nadir a raison, Nadir Hammer qui est ingénieur en aéronautique. Moi, j'ai apprécié temps-ci, un des problèmes avec les oiseaux. Il y a des problèmes de dust, oui. On a fermé l'hangar, il y a eu avec Zauba, on se retrouve avec presque 1 centimètre de poussière partout, malgré les bâches. Bah oui, Et les oiseaux, j'ai trouvé les mécaniciens, ils ont ramené des tire-boulettes hyper carrées. Écoute, wesh nous هذا شتيروا بهم des armes blanches. Après, on a acheté 2 tire-boulettes pour les faire éloigner des arbres هذوك اللي تما. Parce que في الجهة هذاك اللي تما, il y a des petits oiseaux, des petites bestioles, enfin des petits oiseaux tout petits. Ah ben, كارثة. Ils viennent, ils rentrent dans l'hangar, malgré qu'on a tout fermé, ils se faufilent. Oui, لقيناهم يلعبوا كاع à gauche à droite. C'est dangereux. Donc, oui, Nadir rajoute aussi, effectivement, les moteurs, quand ils sont dans une zone pluvieuse, il y a l'auto-ignition. Donc, l'auto-ignition, si tu veux en parler, vas-y, j'y vais. Disons que d'une manière générale, c'est que toutes les fois qu'on a un risque d'extinction réacteur, ce qu'on appelle un flame out, que ce soit automatique ou manuel, enfin disons, quel que soit les réacteurs,
on met les bougies d'allumage réacteur, on les met en marche. Alors généralement, on met en low ignition, c'est pas le ignition qu'on utilise pour la mise en route. Bon, sur les Pratt & Whitney JT8, on avait une seule bougie qui fonctionnait quand on mettait en ignition continue, alors que quand on mettait en route, on avait high ignition, on avait 2 bougies qui fonctionnaient, mais on met en low ignition, ce qui fait que il y a une étincelle qui se produit dans une des chambres de combustion et qui fait que si jamais il y avait un flame out, donc un décrochage de flamme dans les chambres de combustion, eh bien, instantanément, il y aurait une étincelle pour rallumer le système. Et comme les chambres de combustion sont reliées par un tube à feu, elles sont reliées entre elles, donc le feu qui reprendrait dans une chambre serait réparti dans les autres chambres de combustion. Donc voilà, il y a une explication encore en plus de Nadé qui te dit c'est reçoit le signal du weather radar et ça se fait automatiquement. Voilà. Donc voilà. Donc, c'est vrai que j'ai dit que ce soit automatique ou manuel sur les anciens avions, de toute façon, c'est le même truc. Il faut savoir que l'on mettait, et je pense que c'est toujours de mise, on met l'ignition, l'allumage continu, on le met en général, on rappelle avec tilt. Take-off, icing, landing and turbulence. Voilà. Ben, écoute, te dit, tu rentres dans la mousse en Inde, vaut mieux éviter. Very good. Oui, mais nous, on va pas en Inde, enfin. D'abord, en tant que passager, j'irai pas en Inde. Et Algérie va pas en Inde. Donc, pas de mousson. Ils sont exempts. Je suis spécialisé dans les évacuations sanitaires graves aériennes. Eh ben, c'est bien, Kamel. Kamel 117 anesthésie. Donc, si je comprends bien, tu travailles à partir du sud. J'accompagne les malades vers le... Ah, tu cherches une compagnie internationale. Ah, on n'a pas de compagnie. Mais je pense que dans ta spécialité, tu peux déposer. Hein, vas-y, JB. Pour répondre à Flamingo, non, notre live n'est pas forcément pour les professionnels, il est pour les gens qui s'intéressent à l'aviation. Nous sommes des pilotes à la retraite ou des pilotes encore en activité qui faisons en sorte d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'être pilote de ligne, quoi, voilà. Exact. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui décrochent rapidement. Ils pensent que ce live est dédié exclusivement aux professionnels du métier et que donc quand ils entendent des termes, bon, on peut que parler de technique, puisque quand on parle des trucs, quand il y a des questions techniques, on peut que répondre techniquement. Et je pense que bon, pour eux, mais si ça les effraie, mais écoute, bon, je comprends que dans la salle. Mais c'est l'occasion, c'est dédié, c'est dédié à tout le monde, ceux qui ont des questions à poser au sujet de l'aviation en général, ce qu'ils en pensent, comment faire, qu'est-ce que c'est ça, bon, ben, c'est le moment de poser ces questions-là. C'est ce qu'on appelle. Ou bien peut-être même à la rigueur, parlons aviation et entre parenthèses vulgarisation, je sais pas. Non, ça va faire trop changer le truc. Parlons aviation, parce que si je mets des autres parenthèses, je peux terminer ad vitam aeternam. Ensuite, il y a plusieurs franges dans l'aviation. C'est vrai, il y a anecdote, on pourrait faire une liste. Que pensez-vous du phénomène 300? Le phénomène 300 d'Embraer, je pense, c'est le petit jet. Ah, d'accord, le phénomène. Le phénomène 300, ben là, le jet de Honda, ça. Non? Michel? Le phénomène, c'est Embraer, normalement. Ah, d'accord. Ben, Il y a le phénomène 100, 200 et 300. Je me rappelle bien. Aucune idée. Alors, concernant Kamel 77 anesthésiste, quelle est votre question sur la pression dans l'appareil?
Silence, il te l'a pas montré. Salut Walid. Walid, Salut Walid. Walid va nous montrer un Canadair. Salut tout le monde. Salut. Salut Captain. Walid. J'ai un très beau Canadair devant moi. Ben, vas-y. Salut Captain JB, salut Captain Aline, salut Elias, salut Farid. salut. Salut Walid. Voilà. On est servi aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a même des avions de chasse. Bien, ça. Ça, c'est au Canada, ça. Je vous entends pas bien. C'est un salon ouvert ou bien c'est... Allô, ouais. Pardon, j'avais plus de connexion. C'est un salon? Non, je suis à l'aéroport de Gatineau, là où je fais ma formation. Et demain, il y aura, comment on appelle ça, un show des avions de chasse. Il y aura comme une patrouille de France. C'est un F-16. C'est un F-16 وقيلا de l'autre côté, non? C'est un F-16 Viper. Oui. Là, c'est un Piper, ça. Ouais. Et il y a des avions de chasse de l'autre côté. On a un Canadair, on a... Demain, il y aura un show. J'essaierai de vous le montrer. Je ne sais pas si, Très bien. si ça va se passer en même temps que le live. Ok. Voilà. Attends, on va laisser JB répondre. Tu voulais répondre JB au Kamel, non? Oui, je voulais répondre à Kamel 77. Donc oui, en fait, il faut savoir, puisque vous êtes anesthésiste, ça va vous parler directement. Vu l'altitude à laquelle volent les avions, si on avait à l'intérieur de la cabine la même pression qu'il y a à l'extérieur, la pression partielle d'oxygène serait largement insuffisante pour que la vie puisse avoir lieu. Donc, nous sommes obligés dans les avions de maintenir une pression de l'air qui soit compatible avec la vie humaine et donc avec une pression partielle d'oxygène suffisante. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Quand on ferme les portes de l'avion, l'avion il est à la même pression qu'à l'extérieur. Et quand on monte, bien évidemment, la pression à l'extérieur de l'avion va en diminuant, mais on fait en sorte que la pression à l'intérieur de l'avion diminue beaucoup moins lentement qu'elle ne diminue à l'extérieur. Pour ce faire, on prélève simplement de l'air sur les compresseurs des réacteurs. Cet air qui est très chaud, on le fait passer par des climatiseurs qu'on appelle des air cycle machines ou des packs, ok. Et cet air est injecté dans l'avion, donc nous avons un débit d'air à l'entrée de la cabine, et nous avons une vanne à la sortie. Nous avons en fait deux vannes, une à l'avant, une à l'arrière, qui permettent de régler le débit de sortie de l'air. Donc imaginez un petit peu, c'est comme quand on veut gonfler un pneu qui est crevé. Tant que le débit d'air à l'entrée est supérieur au débit d'air à la sortie, la pression dans le pneu va augmenter. Si maintenant le débit de sortie est supérieur au débit d'entrée, la pression dans le pneu va diminuer. C'est exactement ce qui se passe dans la cabine. Pendant qu'on monte, on a un débit d'air dans la cabine, ok, qui est dû au régime des réacteurs et tout, et nous avons les vannes les outflow valves, qu'on appelle les outflow valves, qui sont les vannes par lesquelles l'air sort, qui en fait créent un débit supérieur au débit d'entrée. Donc pendant la montée, la pression de la cabine va en diminuant, mais elle va en diminuant beaucoup moins vite que ne le fait la pression extérieure. Ensuite, quand on arrive en croisière, eh bien, on va maintenir la pression dans la cabine à une valeur supérieure à la pression extérieure, bien évidemment, et cette pression va être compatible avec la vie humaine. Pour maintenir cette pression, eh bien, on va avoir un débit d'entrée un débit de sortie qui va être égal au débit d'entrée. Donc, il y a autant d'air qui sort que d'air qui rentre, donc la pression dans la cabine reste constante. Et lorsque l'on va redescendre, eh bien, il va falloir augmenter la pression cabine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va fermer
légèrement les vannes de décharge, les outflow valves, pardon. Résultat des courses, le débit de sortie sera inférieur au débit d'entrée et la pression dans la cabine va augmenter et on va la faire augmenter jusqu'à atteindre la valeur de la pression atmosphérique au point d'atterrissage. Voilà, simplement essayer d'expliquer comment marche la pressurisation. Et donc c'est très important pour nous que la pression dans la cabine reste constante et reste telle qu'elle est, parce que si la pression à l'intérieur de la cabine devenait égale à la pression extérieure du fait d'une fuite massive dans la cabine, il faudrait immédiatement descendre, faire ce qu'on appelle une descente d'urgence pour permettre aux passagers et aux pilotes de descendre rapidement vers une altitude respirable. Voilà un peu le système. En général, Camel 117, il y a de l'oxygène à bord. Mais c'est pas ce qu'on appelle, c'est des réserves de l'appareil, de l'avion. Et quand il y a par exemple des malades, il peut y avoir sur demande de l'équipage et sur demande du médecin accompagnateur ce qu'on appelle un oxygène additif. Donc voilà comment ça se passe. Mais sinon, c'est pas systématique que ce soit, parce que ça sert à rien d'embarquer des bouteilles d'oxygène en plus s'ils vont pas servir à grand chose, quoi. On va revoir un petit peu ce qu'il nous montre Walid. Un hélico. Ah, il a coupé sa caméra, il a remis. Nico, ouais. Voilà. Ouais, des R22, des Robinson. Et il faut les mêmes, Elias. Alors, هذو Pour des mesures de delta P au sol en fermant la soupape. moi, je suis en train de regarder l'époxy. Là, ils ont fait un bon sol avec l'époxy. Ouais. JB Elias, il est en train de copier. Mais Exactement. Je suis en train de voir la porte de sécurité, porte de secours. ce que tu es en train de voir ne tiendra pas en mascara, ne t'en fais pas. Barigo. Attends, il y a une question. Les tests des joints de porte se fait par des mesures de delta P au sol en fermant la soupape. Bon, je vous quitte. Au plaisir. À bientôt. Le partage, hein. Avec plaisir. À bientôt. Merci Walid. Merci Walid. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Enfin, c'est pas seulement les tests de joints de porte qui se font par des mesures de delta P. C'est l'avion lui-même, quand il est en test, qui se fait... donc les joints, bien sûr, jouent un rôle très important. Mais si vous voyez comment ils font les tests, ils ferment toutes les portes, il n'y aura aucune entrée, donc il y aura un test de delta P, et ils vont monter la cabine, pratiquement pour voir s'il n'y a pas de bruit, de fuite. Donc c'est là où ils vont déterminer pratiquement si les joints sont encore viables ou pas. Effectivement, dans quelques avions, il y a eu des problèmes de jointure. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il y a des passagers qui avaient remarqué un jour, d'ailleurs même JB, tu dois l'avoir vécu un jour, quand il y avait des sifflements, on montait. Qu'est-ce qu'on mettait? On mettait des wattos mouillés et d'un seul coup, ça fermait le truc. Ça se colmatait. Bon. Mais ça, c'était les anciens 37. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils avancent dans le temps, c'est normal que c'est plus tout à fait ça. Bon. Mais après, c'est réparé, c'est bien. Pourquoi vous ne faites pas la Wi-Fi sur Air Algérie? Parce que c'était prévu, il y a eu une négociation avec 3 opérateurs, ce qui n'a pas abouti, et que je pense que ça doit aboutir un jour si ficelleront un truc avec un opérateur. Donc, je pense que tout le monde a vu. Je ne sais pas comment ça se passe exactement, c'est un truc commercial, et donc voilà. Voilà, on gonfle la cabine au sol, un Nadir, exactement, et on monitore la delta P. Et c'est ça qui avait causé l'accident de Helios. J'étais en train d'y penser à la belle et que j'allais le dire. Au bas de le bouton avec, ils l'ont laissé en manuel. Voilà. Et c'est une erreur purement humaine. Bon, des mécanos qui auraient dû le remettre sur auto, mais fondamentalement des pilotes qui n'ont fait visiblement aucun check
Exact. de cabine, quoi. Je veux dire, quand on fait la PPV, la visite prévol, on doit vérifier, entre autres, le système de pressurisation sur auto. C'est l'élémentaire. Mais le pire, justement, cet accident, il est très remarquable de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir ne pas comprendre ce qui se passe. Alors peut-être pour ceux qui sont pas professionnels, j'explique. Sur cet avion, Helios, il avait été signalé un sifflement au niveau d'une porte. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant le night stop? L'avion a été au hangar et ils ont fait un check de pressurisation, donc exactement comme on vient de faire maintenant, c'est-à-dire ils ferment toutes les outflow valves, ils ferment les portes, etc. Et avec l'APU, ils pressurisent l'avion. Et puis on vérifie si la pression s'établit et s'il n'y a pas de sifflement aux portes, etc., etc. Bref, ils font ça. Mais pour le faire sur le système de pressurisation, pour faire ça, on est obligé de fermer manuellement les vannes, les outflow valves, les valves de sortie, et donc on passe le système de pressurisation sur manuel, et on a un petit switch qu'on appelle un toggle switch, parce qu'il est maintenu en position neutre par un ressort, et donc on ferme l'outflow valve manuellement, de manière à créer la surpression dans la cabine. Très bien. Ensuite, quand on a tout vérifié, on ouvre l'outflow valve, donc pour faire redescendre la pression dans l'avion, pour pouvoir ouvrir les portes plus normalement du monde. Les mécaniciens qui ont fait ce check ont laissé le bouton de pressurisation sur manuel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière position des outflow valves est restée, à savoir position full open. Les pilotes arrivent, font leur PPV, je ne sais pas trop comment, on va pas les accuser, ils sont morts, mais en tout cas, ils n'ont pas fait le boulot comme il fallait, puisque pendant la visite prévol, ils auraient dû remettre le système de pressurisation sur automatique. Auquel cas, l'outflow valve aurait été fermée automatiquement par le système. Mais le pire dans tout ça, c'est que donc ils ont décollé avec une outflow valve ouverte. Autrement dit, il n'y avait pas de pressurisation dans l'avion. Et quand ils sont arrivés à 10 000 pieds, avion, 10 000 pieds, avion, puisque la pression dans la cabine était la même qu'à l'extérieur, ils ont eu l'alarme panne de pressurisation, ce qui est logique. Et ils ont le commandant de bord, parce que l'alarme faisait tit, 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 comme ça, il a confondu cette alarme avec l'alarme que l'on a lorsqu'on essaye de décoller, lorsque la position des volets n'est pas en position de décollage, ou bien que les trims ne sont pas dans la bande verte, ou bien que les aérofreins sont armés. Je parle des avions ancienne génération, mais c'est pareil sur tous les avions, il y a une alarme décollage. Et donc, le gars a interprété cette alarme comme étant une alarme décollage, alors qu'ils étaient à 10 000 pieds en montée. Et il a même appelé le technique de sa compagnie en disant « Nous sommes à telle altitude et nous avons une alarme décollage ». Donc ça vous dit à quel point, des fois, des équipages peuvent arriver à une aberration de compréhension. Ceci pour reboucler également sur la question au tout début du live de Farid sur ce que c'est qu'un bon pilote avant et un bon pilote maintenant. Voilà, une interprétation, parce qu'il fallait interpréter, tout simplement regarder l'altitude cabine, quand on a un bip-bip, qu'on est à plus de 10 000 pieds, qu'on a bip-bip dans la cabine, on regarde l'altitude cabine, on comprend tout de suite qu'est-ce qui se passe. Sauf que si on le fait pas, voilà. Et les gars, en fait, après, ils ont continué de monter, ils n'avaient pas d'oxygène, ils sont tombés en hypoxie, et ils sont morts, et le pilote automatique était engagé, l'avion a été jusqu'au bout de son fuel, et il s'est écrasé quand les réacteurs sont arrêtés, voilà. Ceci pour simplement une checklist qui n'a pas été faite, voilà, tout simplement. Ouais, c'était pas beaucoup. Le problème linguistique était vraiment minime par rapport à ce qui... Parce que, encore une fois, pour répéter ce qu'on avait dit depuis tous les lives, un accident de ce genre n'arrive pas comme ça. Cause une chose. C'est une succession de problèmes non réglés au moment voulu qui amènent à un crash.
qui amène à une catastrophe. Voilà, c'est comme ça. C'est jamais à cause de quelque chose, d'une seule chose, jamais. Un crash, pour arriver à faire crasher un avion, il en faut. Donc, Et voilà. sur cet avion-là, il y avait un seul survivant. Oui, c'est vrai. Enfin, survivant. Quand je dis survivant, avant l'impact, c'était le PNC qui avait sa bouteille, qui Yes. remonte au cockpit, mais malheureusement, d'ailleurs, ça c'était le pilote du F-16 grec quand il les a interceptés, qui a vu le jeune avec, il était aux commandes, mais malheureusement, Il était en fin de course parce que quand il avait place au carburant. c'était trop tard, et donc quand il est rentré, c'était trop tard, etc., etc. Tu sais, c'est pas pour être fataliste, hein, mais encore une fois, c'est la succession de problèmes accumulés depuis le départ qui a fait arriver cet avion à cracher, tout simplement. Bon, maintenant, on va pas refaire l'histoire, on va pas les faire revenir de toute façon, quel que soit mais l'histoire a montré ça, et il y a eu un retour d'expérience à ce niveau-là. Les gens maintenant, ils sont très à cheval sur les checklists. Quand ils font une visite pré-vol, ils sont très à cheval quand ils sortent faire le tour de leur avion. Ils remarquent n'importe quoi, ils signalent n'importe. Des fois même ça dépasse l'entendement. D'ailleurs, on avait un commandant pour n'importe quoi, il faisait changer toutes les roues. Donc voilà. Je me rappelle, Captain Verlin, que vous disiez que il y avait il y avait obligatoirement des fuites, des petites fuites. Oui. Toujours des fuites dans un avion. C'est impossible qu'un avion soit parfaitement étanche. Exact. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je racontais un truc que nous, on en a eu sur 37, ce truc. Même maintenant, tu peux sortir le truc. Parce que c'est une structure travaillante, l'avion est une structure travaillante. Les matériaux constitutifs de l'avion, c'est une structure travaillante. Ça travaille à long terme. Ça s'use. Mais bon, pour parer au plus gros, il y a ce qu'on appelle des boroscopes. Ils boroscopent les réacteurs. Il y a un système pour voir s'il y a des fissures. Il y a des trucs de visu. Il y a des panneaux avec des rivets sur les Airbus, par exemple, dans truc. Les avions qui sont en monobloc, on va voir du côté des parties les plus importantes s'il y a des choses qui peuvent faire arriver à une rupture. Au niveau des emplantures de l'aile, ils vont surveiller pratiquement l'usure de ces rivets, de cet attachement de ces ailes-là, etc., etc. Bon, et même les nouveaux avions, ils ont des trucs comme ça. Quand ils sortent, ils ont encore des petits problèmes, comme style le 777 XLR, enfin le dernier. Ils ont trouvé des problèmes d'arrimage de moteur. Bon, ils sont en train de régler ça. Mais bon, c'est ça l'aviation, on apprend de nos erreurs et on avance avec les erreurs, et c'est dommage, des fois quand ça arrive, des fois l'ensemble fait qu'il y a un crash et ils en tirent des leçons. Bon, mais heureusement que c'est extrêmement, extrêmement rare, c'est pour rassurer un petit peu les gens qui nous écoutent, c'est extrêmement, extrêmement rare, mais ça peut arriver, encore une fois. Pour répondre à Sifer, là, qui parle de peut-on parler des différentes vitesses? Bon, vraiment très rapidement. True airspeed, ground speed. True airspeed, c'est la vitesse par rapport à l'air. C'est une vitesse qui n'est utilisée finalement qu'en navigation. On n'en a besoin que pour la navigation. Pour le pilotage, on ne travaille pas en true airspeed, on travaille en indicated airspeed, en vitesse indiquée par les instruments. Alors, je ne vais pas expliquer ici la différence qu'il y a entre indicated airspeed et true airspeed. Je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle l'anémométrie. Vous aurez toutes les explications concernant comment on passe de la vitesse indiquée que l'on lit sur un anémomètre dans l'avion jusqu'à la vitesse propre. Et la différence qu'il y a entre la vitesse propre et la vitesse sol, c'est tout simplement l'influence du vent. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur la navigation estimée. Vous aurez l'explication de la vitesse sol comme étant la résultante d'une somme vectorielle entre la vitesse propre sur le cap et la vitesse du vent sur la direction du vent. Et la somme vectorielle de ces deux vecteurs vous donne la route sol et vous donne la vitesse sol. Allez voir ma vidéo, donc l'anémométrie et la navigation estimée. Très bien.
Alors, celui qui a posé la question, il dit faudrait-il apprendre au PNC l'utilisation de la radio pour éviter des catastrophes pareilles? C'est pas l'utilisation de la radio qui va éviter les catastrophes. De toute façon, le PNC, quel que soit X, si par inadvertance, les deux gars qui sont en avant sont out, ne vous en faites pas, le PNC est assez alerte s'ils sont encore in, c'est-à-dire en fonctionnement, de pouvoir communiquer avec la tour, de donner ils connaissent les codes d'urgence, ils peuvent communiquer avec la tour. La première des choses qu'ils vont faire, c'est de demander s'il y a un pilote à bord, en passager ou là même à la retraite ou de je sais pas quoi, n'importe, qui est au bout des notions. En dernier ressort, eh ben ils vont tenir le truc et parler avec la tour. Donc c'est pas une question d'utilisation ou pas de la radio. Ils en parlent déjà sur le P1, donc ils sont acclimatés avec cette histoire de parler dans un système embarqué qui s'appelle la radio-com. Et donc voilà. Je pense que c'est un cas d'abord très extrêmement. Alors là, je ne fais pas de statistiques, j'ai pas fait de statistiques dans la vie, mais c'est tellement rare que ça s'approche de zéro. Mais bon, peut-on faire confiance à 100% à l'électronique de l'avion? Moi, personnellement, quand j'étais truc, oui, je faisais 100% confiance à l'électronique. Pour preuve, on avait 6 computers à bord, que je respectais énormément ces computers, parce que si un ou deux de ces computers venaient à faire un truc, eh ben je savais que j'étais obligé de manipuler cet avion manuellement, parce qu'ils me faisaient perdre beaucoup de choses. Donc je leur faisais confiance, je m'adaptais avec eux. Quand il y avait des problèmes, on les réglait, puisqu'on a des checklists qui vont avec. Il y a des resets. Les avions en ce moment sont bourrés de resets. C'est comme si, par exemple, truc, et il y a des procédures pour les resets. Il suffit de resetter le système conformément à la procédure qui est indiquée dans la checklist pour remettre en branle le système. Voilà. Azaï, je suis désolé, mais vous prenez l'avion comme passager. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que font les pilotes. Lorsque vous dites je prends l'avion de manière régulière, et sauf erreur, je vois de moins en moins de contrôle extérieur par le pilote. L'avion, rassurez-vous, les pilotes contrôlent leur avion, les mécaniciens contrôlent les avions. On n'est pas des fous furieux, on ne monte pas dans un avion qu'on n'a pas vérifié. Hein. Et puis il y a plein de vérifications qui se font au niveau du cockpit et que vous pouvez absolument pas voir comme passager. Hein. Faut pas vous... Voilà. Tifer, je t'invite J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nourdin El Kebir, Parlons Aviation. Là, il y a 13 800 followers. J'ai publié tous les lives passés. Je les ai publiés sur cette page-là, sur le YouTube. Donc, celui qui veut revoir un des lives... bon, la différence, c'est que qu'est-ce qui va apparaître? Les questions ne vont pas apparaître, ça c'est clair, parce que vous allez entendre les gens parler. Ceux qui avaient des caméras allumées, par exemple, vous allez voir caméra allumée. TikTok le fait comme ça. Ceux qui ont des trucs figés, vous allez entendre que leur voix quand ils posent la question, qu'ils répondent. Quand ils répondent. Voilà, bon. Mais il y a toutes les... À part le... Oui, Valérie. Pas tous, à part le 11 et... Pas tous, ça passe là. À part le 11 juin, après là, vous... 11 juin a été par erreur, manipulation de ma part, a été zwingué. Absolument, absolument. J'en suis désolé, c'est là où tu avais intervenu le plus, Farid. Merci les computers. Non, c'était les premières fois où j'avais intervenu, surtout. Voilà, ouais. J'ai un vol de 5 heures sur 37 et sur A330. J'ai l'impression que sur Airbus, c'est moins fatigant. 5 heures sur 37, c'est vrai. Ça paraît fatigant. Sur un Airbus 330, ça paraît moins fatigant, vu d'abord l'énormité de cet avion par rapport au 37, vu sa pression, n'a rien à voir. Je ne veux pas faire de pub pour Airbus ni rien, mais le conditioning de l'Airbus 330 et plus, et a été amélioré par rapport au 37. Le 37 est un petit cube, on dirait un chasseur, et la régulation de son conditioning par rapport au pack et tout ne travaille pas comme sur Airbus où il y a une énormité de cette cabine et la répartition elle est faite d'une façon uniforme sur toute la cabine. Et donc, même à la descente, hein, les gens ne sentent pas beaucoup plus les bourdonnements comme sur un 37. Bon,
Walid, si... Ça n'a pas toujours été le cas chez Airbus, hein. Sur le 310, par exemple, la pressurisation, elle était vraiment problématique. D'ailleurs, même les PNC s'en plaignaient. Il y avait même un autre problème. Sur le 310, c'était le yaw damper. Quand on était à l'arrière de l'avion, on le sentait vivre, hein, le yaw damper. Hein. Mais tu as vu ce que j'ai dit 330 et plus. Hein. Parce qu'avant, c'était pas tout à fait au point. Hein. J'ai pris des gants. Hein. J'ai dit 330 et Captain, plus. Effectivement, bon, Captain c'est Viala. Mustapha qui avait fait des pressurisations avec le 310 entre Oran Paris. Avec l'Airbus. Allez-y, Farid. Oui, Captain. Oui, Farid. Oui, Captain Viala. Bon, on constate que les avions en général ont tous des formes arrondies. Ne serait-ce que le fuselage, les bords d'attaque. Bon, est-ce que la forme cubique est bannie pour les ailes, par exemple pour les bords d'attaque? Bon, bien évidemment pour le flux d'air et pour la portance, ce serait sûrement pas l'idéal. Et pour aussi le fuselage. Bon, on parle d'aérodynamique certainement, mais est-ce que c'est vraiment banni de l'aviation tout ça? Par définition, oui. Aérodynamique. Tout doit être streamlined, c'est-à-dire optimisé au niveau du coefficient of drag. Tout doit être parce que la moindre aspérité, la moindre forme non aérodynamique va augmenter dans des proportions extraordinaires la traînée. Et n'oubliez pas que la traînée, comme la portance, sont proportionnelles au carré de la vitesse. Ça veut donc dire que si vous doublez la vitesse, vous avez une traînée 4 fois plus grande. D'accord? Donc c'est énorme. Le streamlining, donc comment on dit en français, streamlining, c'est l'aérodynamisme en quelque sorte des formes, est fondamental, vraiment fondamental. Vous avez certains avions qui n'ont pas de performance particulière, comme le Skyvan par exemple. Le Skyvan, il a un fuselage de section carrée. Mais c'est un avion qui doit voler peut-être à 180 nœuds ou un truc comme ça. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, on n'est pas dans des vitesses et puis on n'est pas avec des avions qui ont des performances particulièrement efficaces, c'est tout. Mais sinon, sur un avion qui est un avion transsonique, pardon, il est fondamental qu'il ait un aérodynamisme au point. Jusqu'à la surface de l'avion. Parce que dans les traînées, il y a la traînée de la skin friction, ce qu'on appelle la skin friction, le frottement sur le fuselage. Et là aussi, on doit avoir c'est pour ça qu'on nettoie les avions, etc., parce que ça augmente la traînée de manière problématique, pardon. Non, ça, Le premier avion. Cela va jusqu'au réacteur d'ailleurs. Oui. Rappelez-vous La du forme Comet. arrondie. Attends, je vais prendre ça. Rappelez-vous. Attendez, Elias. Le beluga n'est pas cubique. Le beluga est une forme aérodynamique par excellence. Et en plus doté de 2 réacteurs. Et c'est un avion qui est fait pour transporter de la grosse charge. C'est-à-dire des avions, un fuselage d'avion, un truc et tout. Donc, et en plus, c'est pas un avion qui est fait, si tu veux, c'est pas un avion commercial. Donc, il peut se suffire de sa limitation de vitesse, surtout quand il est en pleine charge. Et c'est beaucoup plus un avion cargo qu'autre chose, mais sa forme est aérodynamique, même si tu vois son bec comme ça, fait son... N'oublions pas que le beluga, je pense que c'est pas un avion qui transporte des charges très importantes, parce que il transporte des objets très volumineux, mais pas forcément très lourds, hein. Donc, à la limite, c'est pas un problème, c'est pas trop un problème. Et puis de toute façon, il a été conçu pour une traînée qui est celle-là. D'ailleurs, même quand vous regardez par exemple l'empennage, il est différent. Il a deux ailettes sur le plan fixe horizontal, etc. C'est certain que la forme de son fuselage perturbe énormément ne donne pas les mêmes résultats que le fuselage normal. Hein. Exact. D'ailleurs, la plateforme du Beluga, c'est un Airbus A300. Sa plateforme, à la base. La plateforme de base, c'est un A300. D'ailleurs, ils l'ont copié de chez les Américains qu'ils avaient à l'époque le Super Gippy. C'était celui qui s'ouvrait, c'est-à-dire
هذاك اللي يتحل il a une tête qui souffre. Ouais. Pour répondre à Intéressant. Mahidine Chabi, le système d'oxygène des passagers, il est activé par une capsule manométrique. Dès que la pression dans la cabine chute en dessous de 14 000 pieds, enfin de la pression correspondant dans l'atmosphère standard à 14 000 pieds, les masques à oxygène sont activés. Voilà, tout simplement. Parce que, disons, au poste de pilotage, pour des raisons de sécurité, l'alarme pressurisation commence à 10 000 pieds. Parce que pour les pilotes, la limite pour mettre le masque à oxygène, c'est 10 000 pieds. Pour les passagers, c'est 14 000. D'accord? Donc, au poste de pilotage, on a une alarme à 10 000. Et pour les passagers, les masques à oxygène sont activés à 14 000. Voilà. Est-ce que Captain Viala, apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est à 14 000, il dit que les 30 premières minutes. Bon, bah, à partir des 30 premières minutes, il dit que vous avez encore 15 minutes pour 10% des passagers qui ne peuvent pas respirer normalement à partir de 13 000. Enfin, sur 13 000, la bande avec ta 13. C'est ça, non? Oui, alors, c'est ça la réglementation. Réglementairement. Quand vous regardez l'amport d'oxygène, alors ça c'est quand on parle de bouteilles d'oxygène. Hein. Quand on parle de bouteilles d'oxygène, non pas de générateur d'oxygène, ça je peux pas en parler. Mais quand il s'agit de bouteilles, effectivement, il y a dans le minimum oxygen requirements, il y a cette notion-là, c'est-à-dire que on doit être capable de donner de l'oxygène à 100% des passagers pendant 30 minutes après la décompression et à seulement 10% des passagers une fois qu'on a atteint une altitude à laquelle l'air dans l'avion devient respirable. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo il y a longtemps justement sur une présentation sur comment on calculait l'oxygène, l'amport d'oxygène sur Boeing 727 avec des bouteilles d'oxygène. C'est intéressant comme calcul parce que bon, même si ça se fait plus maintenant, ça se fait encore quand on a des avions qui ont des bouteilles d'oxygène. Et c'est intéressant au terme de comprendre quelle est l'importance des mesures de sécurité que l'on a dans les avions pour prévenir tous les cas de figure. D'ailleurs, j'ai vu un test de passage Captain dans certaines compagnies étrangères. Il y avait le chef pilote, le chef de secteur et tout ça, où il posait la question au futur commandant de bord, et pour lui, tu as un problème de pressurisation, quelle est la chose que tu vas faire si on te proposait, par exemple, il dit les PNC, qu'on va te donner nos bouteilles, ou des bouteilles à te les donner zama pour c'est pas la peine de descendre tout de suite en emergency descent. C'est-à-dire ils vont te donner les bouteilles pour coincer un peu le pilote avec. Ou à la base, il va refuser, il va dire que les bouteilles c'est pas les mêmes, communication c'est impossible parce qu'il n'y a pas zama les micros, un truc là, et en même temps il va pas utiliser des bouteilles zama qui sont faites pour le cabin crew. Donc il va descendre de toute façon à 10 000 pieds. N'oublions pas que les bouteilles qu'il y a en cabine, elles ont deux raisons. Elles ont deux raisons d'être. La première, servir au PNC en cas de dépressurisation, mais également servir d'oxygène d'appoint pour des passagers qui pourraient en avoir besoin, hormis la panne de pressurisation. C'est pour ça, d'ailleurs, on en avait déjà parlé, qu'un passager qui est insuffisant respiratoire, il faut qu'il ramène son oxygène. On avait fait dans un live, on en avait parlé, parce que les bouteilles d'oxygène que nous avons à bord, c'est pour le traitement des passagers qui, de manière non prévisible, pourraient avoir besoin d'oxygène pendant le vol. Voilà. Et pourquoi les mettons dans la trappe au niveau du cockpit? C'est pas vraiment accessible, je veux dire. Les bouteilles d'oxygène du service fixe, les grosses bouteilles, pour le poste de pilotage et pour les passagers, quand ça existe pour les passagers, elles sont dans les soutes. Elles sont dans les soutes qui sont pressurisées, etc. Parce que c'est des grosses bouteilles, hein, c'est des gros containers. Hein.
Je pense que les pilotes donnent quand même une durée, comme jusqu'à 2 heures, hein, c'est-à-dire en termes Ah de oui, bien vol, sûr, de parce que réserve avec elle. toutes les fois que les pilotes, que la cabine, l'altitude cabine est supérieure à 10 000 pieds, les pilotes doivent être sous oxygène. Alors, encore une fois, je vais essayer d'être assez court, mais prenons le cas où on vole, mettons, au niveau 350, et on est dans une région où l'altitude minimale de sécurité est, on va dire, 180, 18 000 pieds. Et que dans cette région-là, on a des montagnes très étendues, c'est pas simplement une chaîne de montagnes, donc on est obligé, on ne peut pas descendre en dessous de niveau 180 pour un certain temps. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quand on va préparer notre vol, on va calculer le point critique de perte de pressurisation sur ce vol. On va considérer que l'on va descendre, depuis ce point, on va descendre au niveau 180 en emergency descent, et qu'ensuite on va voler au niveau 180 pendant un temps qu'on va calculer. Au bout de ce temps-là, on pourra descendre vers niveau 100, ou niveau 140, peu importe celui qui est niveau 100, et il va falloir donc intégrer la quantité d'oxygène qu'il nous faut pour voler ce temps-là au niveau 180, compte tenu du nombre de passagers que nous avons à bord, et pour les pilotes aussi. Bon, pour les pilotes, il n'y a pas de problème parce qu'on est à deux dans le cockpit avec une bouteille qui fait autant que celle des passagers. Donc, à la limite, la quantité d'oxygène disponible pour les pilotes, elle est très très importante. Mais on doit partir de calculer, vu le nombre de passagers auxquels on doit donner de l'oxygène pendant qu'on vole au niveau 180, on doit calculer la quantité supplémentaire d'oxygène qu'il nous faut, et ça nous donne en fait après une pression d'oxygène minimale lors du départ. On calcule cette pression d'oxygène minimale pour faire ce vol. Alors la pression minimale d'oxygène sera pas la même selon tous les vols. Voilà. The dream become true. Quels sont les documents pour calculer les limitations de 330? Le 332, le nom de logiciel. Le nom de logiciel, c'est un logiciel Airbus mais les limitations sont très claires. Il y a l'iPad, enfin maintenant c'est l'Oxydus, je sais pas comment ils appellent ça. Tu vais rentrer tous les paramètres et il y a la limitation du jour qui ressort directement pour le truc. Donc pas de truc. Et le logiciel d'Airbus, je ne peux pas te dire quel est le logiciel d'Airbus. Je ne peux pas. Attends, il y a des déploiements, oui. Donc ça y est, l'oxygène, c'est bon. Ça y est, JB a raconté l'histoire du vol Helios 522, ça fait un moment. Si tu veux revoir l'explication, Harris, tu iras ce soir ou là, après, quand tu as le temps sur le YouTube, tu vas trouver la rediffusion du live, et donc tu le sauras. Voilà. Les packs sont des générateurs O2. Effectivement, c'est des générateurs chimiques, c'est des trucs chimiques. Ouais, mais je pourrais dire, mais pas pour signaler. Sinon, je voulais poser aussi la question concernant un incendie. Un incendie, imaginons qu'un incendie se déclare à l'arrière de l'avion et qu'il s'étende sur une grande partie de la cabine. Est-ce qu'il est prévu justement que l'autre partie de la cabine puisse contenir les passagers, tous les passagers, ou vice-versa, hein, je veux dire, qu'un incendie se déclare à l'avant et que les passagers doivent se déplacer vers l'arrière. Est-ce qu'il y a un calcul qui est fait par rapport à ça? Est-ce qu'il y aura assez d'espace, est-ce qu'il y aura assez d'espace pour contenir tous les passagers? Il n'y a rien de prévu pour ça. Il n'y a rien de prévu parce que, en fait, il y a des trucs qui peuvent pas être envisagés parce que la probabilité pour que ça se produise, parce que on peut pas envisager, on va dire, il y a combien de pourcentage de la cabine qui est devenue inhabitable en quelque sorte ou pas. Ça, on peut pas. Il y a rien à ma connaissance, il y a rien de spécial. On est supposé
dès qu'il y a un début d'incendie dans un avion, on est supposé attaquer ça directement. Les PNC sont supposés attaquer ça avec les moyens dont ils disposent et la formation qu'ils reçoivent. Parce que n'oubliez pas que les PNC, encore là, j'en profite pour le dire, les hôtesses et les stewards à bord ne sont pas là simplement pour vous donner à manger et à boire. Leur fonction est d'abord et avant tout la sécurité de la cabine, et ils sont entraînés à énormément de choses, entre autres l'extinction de feu, et ils le font en réel, ils font de la vraie simulation, on allume des feux, on passe dans des espaces confinés, etc., de manière à ce qu'ils soient entraînés à la lutte contre le feu. Ils ont tous les équipements qui vont bien, ils ont les PBE, ils ont tout ça, Protective Breathing Equipment, ce sont des espèces de cagoules qu'ils mettent, et ils sont entraînés à utiliser les extincteurs, etc. Donc c'est pour ça que il est fondamental que les PNC aient un entraînement, et c'est le cas qui se produit. Ils ont un entraînement extrêmement précis, et ils sont très vigilants quand on est à bord. Ralvi, est-ce que l'extincteur est déjà présent? Il n'y a pas qu'un extincteur, il y a plusieurs. Dans un avion, ça dépend de la version de l'avion. Mais en même temps, une fois que le feu est déterminé, ils vont l'attaquer directement. Maintenant, il se pourrait que ça ne suffise pas, il se pourrait, mais ça reste au conditionnel, que ça puisse pas être maîtrisé, et c'est là où il y a un retour d'urgence. C'est une des urgences absolues d'un retour, ou de se poser le plus rapidement possible. Et là, il n'y a ni essayer de faire un ILS, ni rien. C'est déclarer l'urgence, l'emergency, et de revenir se poser au moins à côté d'un aéroport. Si le gars n'arrive pas à atteindre l'aéroport. Parce que après, c'est une question de procédure. Mais bon, ça, c'est extrêmement rare. Ça s'est vu. Je cache pas que ça s'est vu. C'est déjà arrivé qu'un avion ait pris feu. Ça veut dire deux choses, comme disait JB. Ou le PNC n'a pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Ou peut-être panique faisant, les passagers. Vous connaissez très bien le passager, quand il panique, commence à sauter de tous les côtés. Bon, leur rôle, c'est d'abord assurer la sécurité, donc de calmer les passagers, qui restent un petit peu de les déplacer, s'il faut les déplacer vers une zone plus et s'attaquer au feu. C'est pour ça qu'il y a des PNC à l'arrière, des PNC au milieu et des passagers à l'avant. Et ils sont tous briefés dans ce sens, et ils ont tous fait des exercices dans ce sens, et voilà. Justement, le sens de ma question était le suivant. C'est-à-dire que, bon, imaginons donc un feu, comme je vous ai dit, et bon, il y a surtout le centre de gravité, le CG, qui est très, très important. Non. Sinon, Entièrement d'accord, sauf que quand on a une urgence comme ça, on va essayer de faire ce qu'on peut. Bon, il faut quand même savoir qu'un feu, en règle générale, un feu dans un avion, sauf si on a des matières inflammables comme ça s'était produit dans ce fameux DC-8 qui transportait des troupes où ils avaient chargé des bouteilles, ils avaient chargé justement des générateurs d'oxygène qui avaient pris feu, etc. dans la soute arrière. Enfin, je sais pas, si vous avez peut-être vu ce truc-là sur National Geographic. Mais si c'est un feu qui est lié directement à l'avion, c'est pas des matières qu'il y a dans l'avion qui ont été rajoutées dans l'avion et qui prennent feu. En fait, un feu dans un avion ne se produit jamais comme ça, spontanément, machaya. Généralement, c'est des feux d'origine électrique. Donc ça commence par des fumées. Au poste de pilotage, on va éventuellement avoir des alarmes qui vont se déclencher parce qu'on a des capteurs de fumée un peu partout dans l'avion. Et donc, il y a également au poste de pilotage une checklist qui est faite. Je me souviens, par exemple, sur 727, en cas de fumée d'origine électrique, il y avait « Prepare for loss of all generators except battery power ». Donc, c'est-à-dire qu'on commençait par couper tous les alternateurs. On coupait d'abord toute l'énergie alternative, tous les alternateurs, on restait d'abord sur la batterie. On voyait si la fumée s'arrêtait ou recommençait. Si elle s'arrêtait, donc on savait que ça provenait du système alternatif de l'avion, et après on restaurait le système alternatif
doucement, enfin pièce par pièce en quelque sorte, et à chaque fois on vérifiait si la fumée recommençait ou s'arrêtait, etc., de manière à aller jusqu'à isoler la source du feu d'origine électrique. Donc, si vous voulez, pour en arriver à un feu qui soit aussi destructeur que l'on soit obligé de mettre, qu'il y ait toute une partie de l'avion qui devienne totalement inhabitable, il faut des circonstances tout à fait particulières et dont la probabilité d'occurrence est forcément très faible. Et on ne peut pas tout envisager sinon après les avions ça devient des bunkers, quoi. Ah oui. The dream become true. الافتراض تاعك صحيح، يمكن يكون مشكل بين مونتريال واخر على البحر باغ اكزومبل في نص طريق. كاين اجهزه وكاين كيفاش يقولوا تشيك ليست، كاين بروسيدورز اللي الطاقم الطائره يديرها باش يلتحق ب سكون ابل اسكيب الترناتيف ايربورت، c'est-à-dire اللي مخصص في الرحله تاعو باللي إلاك وقع له مشكل ينجم يمشي لهذاك المطار ولا يمشي لمطار واحد اخر اللي مختار في البلان دو فول، في الفلايت بلان تاعو. فوالا سيد فهمك بالعربيه، مي بون جامي سا ميتوني كو جو بويس تيسبيكي. فوالا en tout cas il y a une procédure, que ce soit pour la panne moteur, que ce soit pour la panne pressurisation. En cas de problème, qu'il y ait une procédure qui est appliquée par l'équipage avant les ETP, ce qu'on appelle un ETP. يروح ولا الايروبور هذا الفلاني ولا الايروبور الفلاني ويروح يكفيه دونك فيول سيفيزنت فيول سيفيزنت الاخر عنده كاع الوقت باش يزد بكل سلامه يحق. دونك ما كان حتى مشكل، مام اذا بقى له مشكل كبير ينجم يتصاد عليه. Bon, j'ai essayé de parler en arabe, mais bon, des fois on sent une odeur de fumée avant le départ. C'est bien. C'est quoi d'origine? Généralement, avec la fumée que vous entendez, bon, des fois c'est du skydroll qui passe sur les parties chaudes, et donc vous avez l'odeur radique désagréable un peu, mais sans plus. Mais ça dépend si l'avion est bien hermétique, ou là, les packs thermo sont bien, ou là, les filtres thermo sont bien, vous n'allez rien sentir. Mais bon, les odeurs, je ne vais pas revenir à ce qu'il disait Chirac, mais c'est pas grave. Ajoutez à ça les odeurs et le bruit. Considérez-vous, mes commandants, avec un S? Allez-y, si vous voulez, capter bien répondre, allez-y. Parce que dit comme trop, قال لك احتمال النزول في الماء، هل ممكن في مثل هذه الحالة؟ هذيك الاحتمال هذيك يعني يكون في آخر مطاف. إذا زعما فريمون إذا كان ليس ممكن للطيار باش يمشي للمطار اللي راه مهيئ له باش يمشي له ان كيس اوف عنده مشكل في المحرك ولا في التنفس، هذيك احتمال هذيك ضئيل جدا ضئيل. خص فريمون يطيح يروحوا له زوج محركين و زعما هذاك غير خير كون ما مشاش يدير الفول تاعو خير. Vas-y, Varid, qu'est-ce que tu voulais dire? Varid. Oui, oui, mais faiblement. Il y a une barre, tu as un problème de connexion. Vas-y. Serait moins dangereux qu'un incendie qui se déclarerait en soute au vu de la proximité du ventral, du réservoir ventral, et qui pourrait être aussi causé par autre chose qu'une cause électrique. Ben, en soute, il y a le smoke detection déjà. En soute, il y a les smoke detection. Donc déjà, il y a les extincteurs pour ça. Et il y a toutes les procédures à faire. Mais le feu cabine, vu les matières synthétiques qu'il y a à bord, que ce soit les sièges, le truc, tout le capitonnage de l'avion et tout, ça prend vite, ça prend plus vite. La soute étant fermée, et quand on dit fermé, c'est-à-dire que c'est un espace fermé où il y a que le produit peut-être inflammable qui va prendre. Mais la cabine est plus dangereuse qu'en soute.
Il y a eu des fausses alarmes comme ça, où les gens sont déroutés à cause d'un smoke detection cargo. Mais il y a une procédure. Quand il y a une procédure, c'est mieux qu'il n'y ait pas. La seule procédure qu'il y a en cabine, c'est extinction du feu. Quand le feu est déterminé dans un rack ou là, à l'arrière ou là, dans un galet, il est vite déterminable. Mais quand il prend, s'il prend et s'il est attisé parce qu'il y a plein de choses synthétiques, plein de choses autour, c'est plus dangereux parce que ça peut s'embraser rapidement. Le fuel ne va pas s'embraser rapidement. Le fuel, il va pas. Mais même le fuel, il faut les trois conditions: carburant, comburant et l'étincelle, pour qu'il y ait, par exemple, l'enfant. Tu veux dire quelque chose, JB? Vas-y. Tu veux rajouter quelque chose? Et le feu, vous pouvez prendre une allumette, vous prenez un réservoir, un bidon rempli de kérosène, vous prenez une allumette, vous la foutez dedans et ça va pas s'allumer. Hein. C'est les vapeurs qui s'allument. Et les vapeurs et le kérosène dans les réservoirs, il est confiné. Il y a très très peu de chances pour qu'il prenne feu. Et d'ailleurs, quand un avion crash, ça prend feu parce que d'un coup l'oxygène, le fuel se répartit à l'extérieur, enfin sort des réservoirs et à ce moment-là, il commence à y avoir vaporisation. Mais dans les réservoirs, il y a pratiquement pas de vaporisation. Je vais te dire. Tu as posé la question normalement au JB, mais allez. Pendant le ravitaillement, il faut d'abord une prise de terre. Éviter donc tout ce qui est déperdition statique, éviter de parler au téléphone parce qu'il peut y avoir des interférences donc directement. Comme il disait, c'est des émanations, donc ça peut prendre feu. Éviter de fumer bien sûr sous l'aile, etc., etc. Et il y a une aire de sécurité, il y a l'aire de sécurité dans laquelle est implanté l'avion. Vous le voyez matérialisé par terre, une espèce d'un losange rouge, et personne n'a le droit de rentrer dans cette aire de sécurité, à part le ravitailleur, l'escabeau, le mécanicien ou les pilotes qui tournent autour. Personne ne doit tourner dans ces abords-là. Voilà, pour éviter justement qu'il y ait quoi que ce soit comme étincelle, comme quoi, n'importe quoi. Caroline qui veut... Les amis, moi je crois que je vais vous quitter parce que je vais aller marcher un petit peu, je vais faire un peu de sport, d'accord, avant que la nuit ne tombe. Donc, écoutez, à demain, Inch'Allah. Et puis, merci pour tout. À bientôt. Excusez-nous pour les questions non techniques qu'on vous a posées aujourd'hui. Ce sera mieux demain. Non, il n'y a pas de problème. On est là pour répondre à toutes les questions. Ok, les amis. Merci beaucoup à tous. Allez, au plaisir. Au revoir. Bonsoir. Oui, Caroline. Non, elle est partie. Elle va faire chaud. On soutient. Il y a une extinction de la première bouteille suivie de la deuxième après 68 minutes. Oui, exactement. Parce que quand il y a un feu cargo, ça sort directement, donc ça allume au cockpit en disant smoke, cargo smoke, tout un... Oui, toujours. Au soleil, non, c'était Thunderstorm Rain. Hein. Il a plu dingue hier. Farid. Oui, chef. هنقلب على لايف. باتل شيء لايف رانا في اللايف. نقلبها باتل لايف. اسمع, je vais déconnecter. Ce que je vais faire, je vais vérifier le truc. Je pense que j'ai changé une configuration. Je vais voir. Je cours à dire là. Vous avez trouvé? Je pense que c'était un problème de géolocalisation. C'est ce que je vous ai dit, c'est un problème de géolocalisation. Mais il y a aussi le fait que vous ayez un compte algérien aussi. Hein. Non, parce que je vais le voir aujourd'hui, parce que j'ai mis la géolocalisation et il fallait activer quand TikTok est activé, il faut lui déterminer ta position. Et moi, j'avais coché sur jamais. Ah, voilà. Donc, je pense que ceci explique cela. Mais je vais voir. Hein. Ceci dit. Bonsoir, Captain. Salut. Salut, Mhidine. Oui, salut, Captain.
Salut, Mahdi. Excusez-moi. Ça va, خويا وانت ça va. Captain, à la balle, depuis mardi, Il y a des depuis problèmes. mardi, j'ai pas la main pour écrire. Je sais pas ce qui se passe. Je pensais, tu dois, je sais pas. Tu sais ce que tu fais? Oui. Quand tu sors, tu supprimes de ta, qu'est-ce que tu as comme portable? Je sais pas. Tu supprimes l'application et tu la réinstalles. Ah, d'accord. Et D'accord. après, tu vas C'est dans ce les que j'allais lui réglages. dire. Et dans les réglages, après, tu vas refaire tout ce que le processeur. Ou bien peut-être que tu as une mise à jour aussi, peut-être. Mais il dit que c'est juste ce live-là, où c'est qu'il n'a pas la main. C'est ça le C'est problème. ça, oui, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est juste sur ce live. Ah bon? Pourtant, Oui. tu es un gars normal. Personne, les modérateurs n'ont pas touché à ton système. Franchement, j'ai pas compris. Et voilà, double blanc, il a compris. Je l'ai banni à cause des Suédoises. Personne l'a bloqué. Personne l'a bloqué. Je vais vérifier. Barka, Morad Belek. Là, la Morad n'est pas là. Gaouli Morad Belek, là. Non, Morad n'est pas là. Ouais. Bon, je vais déconnecter le truc, je vais passer au. Merci tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Battle. Salut Mahdi. Foutu le battle. Salut frère. Battle. Ok. Allez, à toutes. Tout de suite. Salut à toutes. Attends, comment on fait? On fait ça. Non, attends. Ça, chaque fois, j'oublie la belle. Aïe. Bon, je vais vérifier si le truc fonctionne. Je vais déconnecter, je vais reconnecter. Hein.